Les Juifs ont de très longue date été victimes en Europe de discrimination et de persécution. Les pères fondateurs du christianisme, dont saint Augustin, ont construit un antijudaïsme théologique, considérant que les Juifs sont dans l'erreur, mais qu'il ne faut pas s'en prendre à eux. Cependant, l'antisémitisme se répand partout en Europe et les persécutions récurrentes. Rappelons que l'antisémitisme, c'est un racisme dirigé contre les Juifs. Au XIXe siècle, le développement de théories autour des races humaines provoque une poussée antisémite. Les Juifs formant, selon ces théories, une race distincte. Voici un tract électoral de 1889. Candidat antisémite était un argument électoral. Effrayé par l'antisémitisme entourant l'affaire Dreyfus, en France, Theodor Herzl fonde le mouvement sioniste. Il considère que les Juifs ne seront en paix que dans leur propre pays. Mais où s'installer ? Différentes solutions sont explorées. La Palestine, dans l'Empire ottoman, n'est d'abord pas privilégiée par le sionisme qui est laïque. Les religieux, au contraire, citant la Bible, y voient la terre des Juifs donnée par Dieu. Fuyant les persécutions, dont les pogroms en Russie, des Juifs s'installent en Palestine. Les pogroms, c'est un mot dérivé du russe qui désigne en Russie des massacres ciblés contre les Juifs. En 1907, se crée en Palestine le premier kibboutz, une communauté rurale vivant en collectivité. La chute de l'Empire ottoman en 1918 accélère l'installation de Juifs en Palestine, conquise puis administrée dès 1922 par l'Angleterre sur mandat de la Société des Nations. Sollicité par le banquier Rothschild, le ministre Balfour prend position en 1917 sur l'installation juive en Palestine. C'est la fameuse déclaration Balfour, une lettre. On y lit « L'Angleterre est favorable à l'installation d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. » Et la phrase d'après, étant entendu que rien ne saurait être entrepris qui porte préjudice aux droits civils et religieux des populations installées sur place. En 1922, l'Organisation sioniste mondiale se crée pour aider l'installation du foyer national juif en Palestine. Dans les années 20, des tensions apparaissent entre juifs de plus en plus nombreux et populations locales. L'Angleterre tente de limiter l'immigration. Les kibboutz, dont le nombre augmente, réalisent un idéal pacifiste. Ils sont laïques, pratiquent l'égalité homme-femme et sont dirigés collectivement. Certains juifs achètent de la terre à des propriétaires qui ne vivent pas sur place. Des migrations sont également dictées par la foi. Entre laïcs et religieux, les juifs ne forment pas une communauté uniforme. D'ailleurs, les religieux sont assez véhéments contre les kibboutz. Les populations locales se révoltent et attaquent les nouveaux arrivants qui organisent des milices pour se défendre. À sa création en 1922, l'OSM rassemble des milices d'autodéfense et crée la Haganah, qui collabore avec les Anglais. En 1929, l'OSM crée l'Agence juive qui favorise l'installation juive en Palestine. Les totalitarismes en Europe poussent à ce moment de nombreux juifs à fuir aux États-Unis. La doctrine à suivre divise la Haganah dont la direction est issue de toutes les tendances politiques. Afin de ne pas envenimer les choses, la Haganah prône la retenue. Il est souvent difficile d'identifier précisément les auteurs des attaques. En 1931, la Haganah se divise et un groupe, bientôt appelé l'Irgun, s'en détache. Il prône une répression plus ferme contre les Arabes pour répondre aux attaques. Et notamment des attaques préventives contre les Arabes. Le Lehi, ou groupe Stern, issu de la droite nationaliste, émerge quant à lui autour de 1940 et prône la création d'un État juif par la violence.
Irgun et Groupe Stern sont considérés comme terroristes. Une vague de violence entre 1936 et 1939 agite la Palestine. L'Angleterre instaure des quotas d'immigration et collabore avec la Haganah, mais elle peine à assurer l'ordre. En 1945, des milliers de juifs rescapés de l'exterminisme nazi se retrouvent sans famille et sans terre. L'immigration en Palestine s'accélère. L'agence juive facilite ces immigrations. C'est une population qui a tout perdu avec la guerre, parfois même l'entier de sa famille. Débordée, l'Angleterre tente en vain de freiner l'arrivée de migrants en Palestine, alors que l'Europe connaît d'importantes migrations liées à la fin de la guerre. Sollicité, l'ONU vote en 1947 le principe de la création de deux États, c'est la résolution 181, un État d'Israël pour les Juifs et un État de Palestine. Les pays arabes s'y étaient opposés, mais les Occidentaux avaient soutenu le projet. Un plan de partage accompagne la résolution 181. Ce plan divise le territoire en deux tout en imaginant un statut international pour la ville de Jérusalem. Rappelons que Jérusalem est sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans qui partagent une partie de leurs textes sacrés. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est créé. Les États arabes, rejetant la résolution 181, ne créent pas un État de Palestine. Furieux, les pays arabes limitrophes déclarent la guerre à l'État d'Israël. Sur le papier, le rapport de force est favorable aux pays arabes, mais des armes de la Deuxième Guerre mondiale dépêchées sur place inversent ce rapport de force. Après une année, Israël agrandit son territoire de 30% par rapport au plan de partage. Jérusalem est coupée en deux, mais la partie est, où se trouve la vieille ville, demeure en territoire palestinien. La guerre est gagnée. Des Palestiniens sont massacrés, chassés parfois de force de chez eux. 700 000 réfugiés s'entassent à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, etc. Il y a des massacres dans la population civile, et certains auteurs évoquent un nettoyage ethnique, ce que les Palestiniens appellent la Nakba. Aucun État de Palestine n'est créé à l'issue du conflit. L'Assemblée générale de l'ONU réagit à la guerre et décide d'octroyer un droit au retour aux réfugiés palestiniens. Les agences de l'ONU viennent en aide à ces réfugiés. Mais Israël refuse de respecter cette décision et au contraire confisque les propriétés des Palestiniens qui ont fui les combats. Les réfugiés, quant à eux, se voient secourus par une agence de l'ONU spécialement créée à l'occasion, l'UNRWA. Israël refuse le retour des réfugiés. En réalité, Israël viole depuis ses origines le droit international. Aucune sanction n'est prise contre Israël. Le droit au retour de 1948 sera plusieurs fois confirmé par l'ONU, qui ne se donne jamais les moyens de le faire appliquer. En 1964, se crée l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Elle s'installe en Cisjordanie et veut détruire l'État d'Israël. À sa tête, un jeune homme de la haute société de Jérusalem, Yasser Arafat. Ce dernier personnifie la résistance palestinienne pendant plusieurs décennies. Le contexte international est alors à la décolonisation et au combat de libération. De Cuba à l'Algérie, des peuples se soulèvent contre la domination occidentale. Arafat et son mouvement se considèrent comme des résistants à l'image de la France en 1940. Les Israéliens, évidemment, les considèrent comme des terroristes. L'OLP, soutenue par les pays arabes, entre en lien avec les Cubains et les Algériens, mais ne défend pas la solution à deux États, pourtant soutenue par la communauté internationale. Au milieu des années 1960, Israël et la Palestine sont déjà dans une impasse. Aucun des camps ne respecte l'ONU
et la communauté internationale. Attaqué, l'État d'Israël revendique le droit à se défendre, mais à ce titre commet des injustices et viole le droit international et les décisions de l'ONU. Il se place au-dessus du droit. Les Palestiniens, quant à eux, spoliés de leurs biens et de leurs droits, demandent justice et réparation et sont prêts à employer tous les moyens pour se faire entendre. Les Israéliens se considèrent comme un avant-poste occidental au milieu du monde arabe. La communauté internationale est impuissante. En 1967, ce conflit entre dans une nouvelle phase qui va le rendre insoluble.